Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet tellement important, tellement fondamental, qui nous sommes comme humains, qui nous sommes dans l'humanité. C'est pour ça que cette vidéo commence par une vignette où vous voyez un chimpanzé qui est habillé comme un homme. Alors, soyons clairs, c'est pas du tout pour dénigrer le chimpanzé. Le chimpanzé a un rôle tout à fait important dans tout ce qui nous entoure. Rappelons que nous sommes issus de l'évolution par rapport à ce chimpanzé, mais notre humanité est différente. Ce qui fait notre humanité est justement le sujet de cette vidéo. Est-ce que nous sommes arrivés à développer nos caractéristiques humaines? Parce qu'il est vrai que nous avons un fondement animal qui est tout à fait clair. Nous avons un certain nombre de pulsions, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient liées à la peur, à la faim, au sommeil, à l'agressivité. Et c'est utile, c'est certain. Hein, on ne peut rien faire dans notre vie si nous n'avons pas certains indicateurs qui nous interpellent quand nous avons faim, qui nous disent que nous avons besoin de sommeil, qui nous permettent justement de nous défendre en cas de danger ou d'agir rapidement grâce à l'adrénaline, qui à certains moments nous permettent de dépasser nos capacités. Donc notre fonctionnement animal est bien sûr utile et nous sommes issus de cette animalité. Mais la question, et c'est une question en fait beaucoup plus compliquée qu'elle n'y paraît, c'est qu'est-ce qui fait réellement notre humanité? Parce que quand on compare avec tout le règne animal, on pourrait dire l'amour. On voit l'amour entre un homme et une femme et la famille, sauf que on le retrouve dans un certain nombre de couples animaux. On retrouve effectivement cet attachement. On voit des couples d'oiseaux dont le mâle va chercher ce qu'il faut pour construire le nid. On retrouve là aussi chez les oiseaux un certain nombre de femelles qui vont revenir vers le nid pour les nourrir, chez les oiseaux, mais dans plein d'espèces. Donc on retrouve effectivement l'amour des enfants, par exemple, dans beaucoup d'espèces animales. Ça n'est pas une caractéristique humaine en elle, et on comprend bien que tant que le petit n'est pas suffisamment grand, il a absolument besoin de cet amour humain. Donc on comprend de cet amour humain pour nous, mais de cet amour qui est aussi animal, et en fait qui ne se différencie pas tellement. Hein, même si nous vivons des émotions, mais les animaux également vivent des émotions. Les animaux ont une forme d'intelligence également, ont une sensibilité, et c'est pour ça que nous aimons les animaux, parce que nous retrouvons en eux des caractéristiques de notre humanité. Mais qu'est-ce qui nous différencie véritablement des animaux? Alors, beaucoup diraient l'intelligence. Sauf qu'il y a un grand nombre d'espèces qui ont une forme d'intelligence supérieure, comme le chimpanzé qu'on a vu dans la photo de vignette, comme par exemple les dauphins sont considérés comme intelligents, mais également les rats. On a un certain nombre d'animaux qui ont une forme d'intelligence qui est développée. Alors on pourrait dire les hommes ont une forme d'intelligence beaucoup plus développée, oui, mais c'est surtout en fait lié à leur capacité à communiquer. Là non plus, notre capacité à communiquer n'est pas caractéristique de l'être humain, puisque tous les animaux ont une forme de communication, certains ont même une forme de communication développée, et ça prend plein de formes différentes. On sait très bien que, par exemple, les éléphants arrivent à communiquer entre eux par infrasons, par rapport à des vibrations que l'homme a du mal à percevoir. Les baleines communiquent entre elles grâce à leur fameux chant, qui est connu et qui est très joli, mais qui est une forme de communication. Les insectes communiquent entre eux grâce notamment à la chimie, à des molécules odorantes. Donc la communication n'est pas une caractéristique humaine, mais le développement de la communication en est une. On a un langage beaucoup plus varié, c'est vrai, que les animaux. On a une sensibilité avec un très grand nombre de caractéristiques. Et ce qui fait le premier élément pour comprendre qui nous sommes, notre humanité, ce qui fait véritablement
notre caractéristique humaine, c'est effectivement notre intelligence collective. Les animaux ont cette forme également de fonctionnement en tribu, notamment, on le voit chez un certain nombre de singes, où il y a des singes qui protègent les autres, en regardant autour d'eux, par exemple, et en les avertissant avec des cris différenciés sur les dangers qui arrivent. Il y a un cri pour tout ce qui est faucon et aigle, il y a un cri pour tout ce qui est serpent, et il y a un cri pour tout ce qui est prédateur, comme dans la savane, par exemple, avec les lions, les hyènes. Donc il y a des cris différenciés, et il y a un rôle dans la tribu qui est là pour effectivement certains qui surveillent, les mâles qui sont les plus imposants qui sont là pour défendre. Donc il y a bien une répartition des rôles, mais beaucoup moins spécialisée que nous. Et là on rentre dans effectivement ce qui fait nos caractéristiques humaines, notre capacité à communiquer de façon extrêmement précise nous a permis de jouer une intelligence collective que les animaux ont sous une forme beaucoup plus embryonnaire. Et pour comprendre qui nous sommes, il faut regarder aussi tout ce que nous pouvons faire différents les uns les autres. Notre rôle spécifique, nos talents. Et on prend l'exemple, par exemple, des artistes. Les talents sont très différents les uns des autres, et c'est l'addition de toutes ces caractéristiques qui fait notre humanité. Et on ne retrouve pas une grande diversité comme chez nous, les humains, dans le monde animal, parce qu'il n'y a que quelques rôles dans la communauté, tandis que nous avons une infinité de rôles. Pour parler au jour d'aujourd'hui à travers cette vidéo, j'utilise un grand nombre de techniques, d'ordinateurs, même de logiciels qui créent, qui créent effectivement ce design. Tout ça conçu par des talents qui sont tous très différents les uns des autres. L'électricité a été une invention à un moment donné, Internet en a été une autre, et toutes ces inventions ont été l'objet d'addition de compétences, d'addition de talents, d'inventions, et on voit bien que notre humanité, en fait, forme un tout. Je ne pourrais pas vous parler au jour d'aujourd'hui sans cette addition de talents et de capacités qui fait que j'ai un chauffage, donc je n'ai pas froid, j'ai un toit parce que ça a été construit par des hommes, pensé par d'autres, avec des matériaux faits par d'autres. Je n'ai pas faim quand je vous parle, puisque effectivement j'ai un frigo qui était conçu par des personnes. Enfin, on est issu de tout un travail collectif tellement important qu'effectivement une caractéristique qui est là humaine. Il n'y a pas cette diversité dans le monde animal, puisque effectivement il y a quelques rôles, ceux qui vont chercher les provisions, ceux qui protègent, mais on n'a pas cette diversité. Quand vous êtes un petit lémurien, vous avez des caractéristiques de lémurien, mais quand vous êtes un petit humain, vous avez une infinité de possibilités sur ce que vous allez faire, quel est votre rôle, quel est votre destin, puisque c'est le sujet, qu'est-ce qui va vous caractériser. Donc, c'est là où on touche véritablement qui nous sommes, à travers les talents, à travers ce que nous pouvons apporter à la communauté. J'insiste à ce mot, ce que nous pouvons apporter à la communauté, puisque rien n'est dû au hasard. Vous avez le droit de croire que tout est dû au hasard, mais les scientifiques, notamment dans le domaine génétique, nous disent bien le nombre de combinaisons nécessaires pour aboutir à l'évolution de notre espèce aujourd'hui est tel qu'on voit bien qu'il y a une direction, il y a une intelligence à l'œuvre. Après, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Si vous êtes athée, vous dites la nature a une intelligence extraordinaire qui nous dépasse tous, ce qui est vrai. Et si vous êtes croyant, vous dites Dieu, qui est à l'origine de tout, a une intelligence extraordinaire qui nous dépasse tous, ce qui est vrai. Vous voyez que les deux façons de penser traduisent en fait la même réalité que nous vivons tous. Et c'est là aussi ce qui fait caractéristique de notre humanité, notre rôle. Pourquoi on est là ? Dans toute la création, on retrouve chaque espèce qui a un rôle particulier et l'interdépendance. Je regardais un documentaire, par exemple, sur les rhinocéros, qui sont envahis comme beaucoup de ces espèces, de petits pucerons, avec des oiseaux particuliers qui ont vraiment des pattes qui leur permettent de s'accrocher sur le dos des rhinocéros pour manger ces parasites. Et on voyait ces mêmes oiseaux, quand ils tombent au sol,
ils ont du mal à se déplacer puisque les griffes qui leur permettent de tenir sur le dos des rhinocéros pendant qu'ils se déplacent pour manger les parasites leur rend leur déplacement difficile sur Terre. Donc on voit cette combinaison d'animaux les uns par rapport aux autres qui est extraordinaire, qui se retrouve dans toute la nature, effectivement. Les rhinocéros qui mangent certaines plantes et qui, grâce à leurs excréments, arrivent également à faire l'expansion de ces mêmes plantes, puisque ça contient les graines. C'est un système d'une grande complexité et c'est un système d'une interdépendance. Et c'est là ce qui montre effectivement notre humanité, c'est l'interdépendance en fait que nous avons les uns par rapport aux autres. Et vous le savez, une des grandes peurs de chaque homme ou femme sur cette terre est d'être isolé, tout seul, rejeté, parce qu'on a ce réflexe qui est vrai. Tout seul, on ne peut rien. Tout seul, on meurt. Et dans les temps reculés, un homme ou une femme tout seul, loin de sa tribu, ne pouvait pas survivre longtemps, puisqu'il avait besoin de toutes ses compétences de chasseur, de médecine à travers des plantes, de protection, de guerrier, les uns par rapport aux autres. Et on retrouve véritablement notre humanité, l'essence de notre humanité à travers cela, à travers notre rôle unique de ce que nous pouvons apporter les uns par rapport aux autres. Alors on pourrait dire, ce qui est caractéristique effectivement, ce qui caractérise l'humanité, c'est l'intelligence, mais le problème de ça, c'est qu'on voit bien que dans notre monde, l'intelligence peut être tout autant au service du mal, du bien. Hitler, le fonctionnement d'Hitler est issu d'une grande intelligence destructrive, même s'il y a eu des innovations dans tous les sens, beaucoup d'innovations ont été faites pendant que Hitler cherchait des nouvelles armes de destruction comme les fusées. Les fusées, à un moment donné, qui servaient effectivement à bombarder Londres. Et issu de cette recherche-là, la fusée qui a permis d'aller sur la Lune, c'est la même technologie. Mais cette intelligence a été faite véritablement pour le mal, on le voit, pour la destruction des autres. Et là, on sort en fait de notre humanité par rapport à ça, puisqu'on n'est plus dans la complémentarité, ce que nous pouvons apporter les uns par rapport aux autres. On est dans comment dominer l'autre, comment utiliser cette intelligence pour le mal. Et on a le cas de tous les dictateurs, Staline, Mao, les millions de morts, utiliser des mots, et là vous voyez aussi d'autres caractéristiques humaines, la communication, la propagande, le mensonge, qui est là pour convaincre que le mal, en fait, est bien, hein, qu'il est bon de dénoncer ses voisins, comme dans le communisme, pour qu'ils soient exécutés, parce qu'ils sont traîtres à la nation, traîtres au parti, traîtres à l'idéologie. On retrouve ce système-là dans tous les systèmes totalitaires et dans tous les systèmes de génocide. Donc, l'utilisation du langage qui est pour le bien, pour le développement communautaire, l'est tout autant pour la destruction. À chaque fois qu'il y a un génocide, il y a un changement du vocabulaire. Par exemple, dès qu'on veut tuer quelqu'un, dès qu'on veut tuer une ethnie particulière, on change le mot. Hein, et qu'on le retrouve au Rwanda ou qu'on le retrouve effectivement dans les camps, auprès des nazis, le vocabulaire change. Les juifs, par exemple, dit par les nazis, ce ne sont plus des hommes, mais ce sont des cafards qu'il faut détruire. Vous voyez, le changement de vocabulaire induit le changement de pensée, induit le changement de comportement et permet de les détruire. Donc, ce même vocabulaire des poètes, ce vocabulaire qui peut être un vocabulaire d'amour, ce vocabulaire des scientifiques, peut être utilisé, bien entendu, pour les dominations et pour le mal. Donc là, même si c'est une caractéristique humaine à la base, on sort de notre humanité, le pourquoi on est fait les uns pour les autres. On va prendre aussi un autre exemple qui est le talent artistique. Et par exemple, un artiste qui est mondialement reconnu comme Picasso, Picasso fait partie des artistes qui a la plus grande valeur. Hein. Les toiles de Picasso valent des millions. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'a vécu Picasso, c'est lui en tant qu'homme. Qu'est-ce qu'il a fait de ce talent extraordinaire que tout le monde reconnaît ? Et il y a de nombreux témoignages de celles qui ont été ses épouses et qui malheureusement témoignent du fait qu'il était, en tant qu'homme, un destructeur de personnalité.
dans ces femmes, il y a eu plusieurs femmes, il y a eu plusieurs suicides de ces femmes, plusieurs ces femmes ont été, sont devenues malheureusement alcooliques. Dans ses enfants, par exemple, il y a aussi un de ses fils qui est mort d'alcoolisme après une dépression, et même jusqu'à son petit-fils qui s'est suicidé en ingérant de l'eau de Javel et en agonisant pendant des mois dans un hôpital dans des conditions épouvantables. En fait, ces différentes femmes témoignent de son animalité, qui est bien le sujet de cette vidéo. Donc vous voyez quelqu'un qui a un talent reconnu par tout le monde, le génie qui vaut des millions, est en fait, en termes d'homme, a raté complètement sa destinée, puisque, en fait, est décrit par ceux qui le connaissent bien comme étant un véritable tyran domestique. Et vous pouvez voir, par exemple, sur un de ces tableaux très connus, La femme qui pleure, en fait, était une représentation d'une de ses épouses qu'il battait. Ce qu'elle témoigne, et d'autres témoignent de ça aussi, c'est son animalité au niveau sexualité, hein, il violait beaucoup de femmes, de ces femmes, enfin, qui étaient à la base volontaires, mais qui tombaient sous son emprise. Et il commençait à les peindre qu'une fois que le viol a été fait. Enfin, c'est une horreur. Quand on voit le quotidien des femmes qui ont entouré Picasso, elles décrivent un être complètement toxique, destructeur, manipulateur. Et ça a été jusqu'à sa mort, puisque véritablement, puisqu'il était multimillionnaire, bien sûr, et il n'a laissé aucun testament dans le but, effectivement, que chacun se déchire pour sa fortune. Il l'a même dit, quand je mourrai, ça sera un naufrage, quand un grand navire sombre, bien des gens alentour sont aspirés par le tourbillon, cela sera pire que ce que l'on imagine. Donc, volontairement, il n'a pas fait de testament pour qu'il y ait, après sa mort, une destruction des différents héritiers pour ça. Donc, cet homme, même s'il est considéré comme un génie, comme tout le monde l'encense, il faut bien voir qu'il le nie parce qu'il fait, parce qu'il a fait, par sa destruction autour de lui, ce qui fait justement notre humanité, ce qu'il peut apporter aux autres. Il a été véritablement destructeur. Et je regardais dans les articles qui parlaient de ça, qui parlaient de son âme véritable, du mal qui était en lui, puisqu'il y a eu même un film qui s'appelle Survivre à Picasso sur ce sujet-là, qui montre cette réalité, cette animalité sur le plan sexuel, sur le plan violence, enfin, c'était quelqu'un de sombre à l'intérieur de lui, donc qui renie en fait de ce côté-là, ce qui fait vraiment notre humanité les uns pour les autres. Et il y avait de nombreux commentaires de personnes en disant oui, mais tout cet argent a fini par lui tourner la tête. Oui, bien sûr, mais c'est toujours difficile de vivre avec un génie. Et c'est frappant de voir le contraste entre ces témoignages qui étaient très durs et les gens qui disaient oui, mais enfin c'est un génie, c'est normal. Du moment, il faut être tout à fait clair, du moment qu'il est riche et qu'il est célèbre, oui, bon, c'est pas si grave. Or, on voit aussi la façon dont nous fonctionnons. Du moment que quelqu'un est célèbre, du moment que quelqu'un est riche, c'est un mirage par rapport à ça et qui cache qui il est vraiment. Or, ça n'est ni la richesse ni la célébrité qui fait que c'est quelqu'un d'accompli en termes d'humain, en termes de destin, de ce qu'il peut apporter aux autres. Et je vais prendre un autre exemple qui est aussi dans le domaine artistique, d'un talent qui est un peu moins connu en Europe, mais pourtant au niveau mondial qui reste fondamental. C'est un japonais qui s'appelle Hokusai et qui a fait cette peinture que vous devez certainement connaître, qui s'appelle le Tsunami, au XIXe siècle, et qu'il a fait qui est mondialement connu, qui se retrouve dans un grand nombre de prestigieuses galeries, puisqu'il l'a fait effectivement sur bois, et donc il peut y avoir des duplications de son œuvre originale, et qu'il a fait à partir d'un bleu, qui est un bleu particulier, qui est le bleu Prusse, quand il a été importé au Japon, puisqu'il n'y avait pas ce bleu.
Quelle est la caractéristique de toute son œuvre? Les historiens d'art nous disent que c'est cet homme, ce japonais, qui a en fait créé véritablement, par son influence, le mouvement impressionniste qui s'est ensuite développé. Tellement il a été innovateur dans sa sensibilité artistique. Alors pourquoi je vous parle de cet homme de Hokusai en le différenciant de Picasso? Parce que ce qui est très intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui a été vraiment dévoré par sa passion. On le voit, il se définissait lui-même comme fou de peinture, ce qui n'est pas faux, tellement il vivait pour son art, à tel point que ceux qui le connaissent bien disaient qu'on ne pouvait le voir que dans ses appartements où était jonché du papier gras, parce que il ne s'intéressait pas du tout à l'entretien de ses maisons, il voulait même pas y consacrer du temps pour consacrer tout son temps et toute son énergie à son art. Et il a déménagé plus de 100 fois. Pourquoi? Parce que dès que ça devenait trop sale pour y vivre, et ça a été très rapidement, il déménageait plutôt que tout nettoyer. Vous voyez, donc quand il se définissait lui-même comme fou de dessin, fou de peinture, oui, il y a une folie dans cet homme, mais aussi une passion de cet art extraordinaire. Et à la grosse différence de Picasso, sa fille, il était tout le temps avec sa fille, et sa fille a eu cette même passion. C'est-à-dire que beaucoup de ses peintures ont été en fait faites à quatre mains. Et, et lui a transmis quelque chose. Lui a transmis quelque chose, même s'il est mondialement connu en termes d'art. Il s'est véritablement préoccupé de cette transmission. Sa fille a peint avec lui et cette fille a vécu cette passion avec lui. Donc là, on retrouve le sens de l'humanité. Il y a une transmission à quelqu'un. Et en fait, en termes de critères, tout le monde va retenir effectivement la notoriété, le fait que Wikipédia fait de très grandes pages sur lui, mais le plus important, c'est ce qu'il a donné. Et il a donné quelque chose, il a transmis quelque chose à au moins une personne. Vous voyez ce critère qui est vraiment le sens de notre humanité, ce sens très important, où ce qu'on a fait, notre talent, à quoi sert-il? À quoi sert-il en termes de fruits pour les autres? Puisque c'est vraiment pour ça que nous sommes sur cette terre, c'est pour ça que nous avons tous des talents différenciés. Alors tout le monde, c'est certain, n'a pas le même talent que ces artistes, mais le talent doit toujours être au service de quelque chose pour les autres. Et on se définit bien mieux en tant qu'humain pour qu'est-ce qu'on a apporté aux autres. Et vous voyez que quand on sort de ces mirages, et c'est le thème des livres que vous allez retrouver sur notre site, Sans mensonges qui vous empêchent de réussir. Quand on sort de ces mirages artificiels de richesse à profusion et de notoriété, on s'aperçoit qu'on retrouve véritablement notre voie, ce pourquoi nous sommes là. Notre rôle exact, c'est d'apporter à travers qui nous sommes, à travers nos talents, à travers nos caractéristiques à d'autres. Et c'est un critère, en fait, c'est le critère essentiel qui caractérise véritablement notre humanité. Et je vous prends un exemple que j'ai pu trouver sur Internet. J'ai cherché quels sont ceux qui sont connus pour avoir apporté quelque chose aux autres, mais sans avoir atteint beaucoup de célébrité. Et c'est la grosse difficulté que j'ai rencontrée, c'est qu'on retient que les plus célèbres, que les inventeurs les plus célèbres, et pas les inventeurs de tous les jours qui ont apporté quelque chose d'important au jour et qui disparaissent de la vision, alors qu'ils rentrent dans le plan de notre humanité. Qu'est-ce que mon talent peut apporter aux autres? Et j'ai pu trouver l'exemple d'une entreprise africaine, nigérienne, qui s'appelle Zenafri, avec une femme qui l'a créée, qui s'appelle Elisabeth Merune. Et cette application, elle est partie du fait qu'il y avait des grosses difficultés au Nigeria sur l'éducation, notamment des petites filles, parce qu'il y a toujours une différence entre petite fille qui est censée être à la maison et le petit garçon.
Et pour retrouver, pour permettre à toutes ces petites filles de retrouver la capacité d'apprendre, elle a développé en fait des applications où il y a des contes africains traditionnels, mais en plusieurs langues, c'est-à-dire où la petite fille peut tout aussi bien apprendre en anglais que dans sa langue maternelle. Et ce qu'elle a pu constater, c'est que plus la petite fille apprend dans sa langue maternelle, plus elle peut plus solidement passer ensuite à l'anglais ou à d'autres langues plus internationales et se construire. Donc le retour à ces fondamentaux, repartons sur la culture de transmission effectivement par le conte moral à travers plusieurs langues, permet effectivement à ces petites filles d'accéder à l'éducation et de progresser, et donc de progresser aussi dans la vie. Et c'est la mission de cette entrepreneuse. Alors, elle dit elle-même il y a 2500 personnes par jour sur cette application. Je ne crois pas du tout qu'elle deviendra millionnaire, bien sûr, puisque le niveau de vie au Niger ne permet pas effectivement de payer des grosses sommes sur cette application, mais elle a une mission de vie extrêmement importante. Donc là, j'ai pu la trouver parce qu'on parle d'elle, mais combien de millions n'apparaissent pas sous les projecteurs et font une mission tout à fait importante pour les autres. Parce que c'est véritablement ce qui fait notre humanité. Nous ne sommes pas là par hasard, nous sommes là dans un but précis. Si le moindre insecte a un but précis dans toute la création, alors nous avons un but précis, et quel est-il? Et la caractéristique de qui nous sommes, des talents particuliers de ce qui nous sommes, c'est d'apporter effectivement quelque chose aux autres, et ça peut être plusieurs personnes, ça peut être une dizaine de personnes, une centaine, des milliers, peu importe. Mais qu'est-ce que nous pouvons apporter aux autres est véritablement le fondement de qui nous sommes. Vous retrouverez tous ces éléments sur notre site, les différents livres, les articles, les brochures sur toutes les questions fondamentales, qui nous sommes, quelle est notre mission, pourquoi nous sommes là, et qu'est-ce qui nous empêche de réussir. À bientôt.